Sans doute, mais je vais vous dire quelque chose. L'OFCE, qui est un observatoire indépendant, avait fait des prévisions de croissance sur la base du budget de Michel Barnier. D'accord ? Et sur la base du budget de Michel Barnier, il avait fait la démonstration que ça se traduirait par une baisse de la croissance par 2. Voilà. La loi spéciale qui a été adoptée à l'Assemblée nationale au mois de décembre, si on en restait à la loi spéciale, c'est-à-dire le renouvellement des crédits du budget précédent, on aurait une croissance plus importante l'année prochaine qu'avec le budget de M. Barnier ou qu'avec le budget de M. Bayrou. Donc non, la censure, elle n'a pas coûté d'argent. En l'occurrence, c'est le budget de Michel Barnier ou le budget de François Bayrou qui va faire beaucoup de mal à l'économie, pour une raison simple que tout le monde peut comprendre, même s'il ne partage pas mes opinions politiques. C'est que si vous contractez l'activité économique, par exemple, on va réduire les budgets de ce qu'on appelle MaPrimeRénov'. En point de croissance. Quand Arlette dit l'instabilité, vous avez vu aussi des patrons, des chefs d'entreprise qui gèlent des investissements qui n'ont pas lieu parce que cette instabilité politique. Donc il faut leur donner de la visibilité. Oui. Et ben pour leur donner de la visibilité, il faut certainement pas s'entêter à mettre en place des gouvernements minoritaires qui vont tomber au bout de 2 mois. Donc si vous voulez ramener de la stabilité, parce que moi je cherche aussi une solution de stabilité pour mon pays, je pense qu'on est dans une situation de blocage et que le déblocage de cette situation, je l'ai dit, je l'assume, elle passe par une nouvelle élection. Et ça on l'a compris et on va ça ajoute du désordre et une incertitude pendant des semaines et des mois. Pas pendant des semaines, madame, c'est 35 jours. Ah ouais. Eh ben oui, mais écoutez, les 35 jours d'instabilité, vous les avez sous les yeux aujourd'hui. Vous savez même pas si vous allez avoir un budget dans 15 jours. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre à like et de vous abonner. Manuel Bompard, député et représentant de la France Insoumise, prend fermement position contre les politiques menées par Manuel Valls et Emmanuel Macron, 2 figures emblématiques de la politique actuelle. Invité de l'événement du dimanche sur LCI, Bompard critique vivement les choix économiques et sociaux du gouvernement macroniste, les qualifiant de déconnectés des réalités du terrain et injustes envers les plus précaires. Selon lui, les réformes mises en place par Macron, soutenues par des personnalités comme Valls, exacerbent les inégalités sociales et détruisent les acquis sociaux durement obtenus par les luttes populaires. Manuel Bompard dénonce un système où les intérêts des grandes entreprises et des élites économiques sont toujours privilégiés au détriment des travailleurs et des plus vulnérables. Il souligne que les réformes économiques imposées par Macron, sous le regard bienveillant de Valls, ne font qu'aggraver la situation des classes populaires, précarisant davantage celles et ceux qui sont déjà les plus touchés par les inégalités sociales. Pour Bompard, il est temps de mettre un terme à cette politique libérale qui bénéficie à une minorité et d'élargir le champ des droits sociaux pour en faire profiter tous les citoyens, sans distinction. Match de foot. Ouais, Manuel Bompard, parlons de la situation politique. Vous parliez du budget. Le plus dur, sans doute, commence dans les prochains jours. Députés, sénateurs, tractations battent leur plein pour tenter d'obtenir un compromis sur le projet de loi. On parle de la commission mixte paritaire qui aura lieu à partir de jeudi. C'est technique, mais d'abord une question. Vos pronostics pour faire tomber François Bayrou se sont avérés faux le 16 janvier dernier. Quand, selon vous, à chaque fois. vous reconnaissez, vous êtes trompé, de fait, tiendra pas le futur Premier ministre? Vous pariez toujours sur une censure. Alors d'abord, est-ce que vous avez une estimation de date à nous donner à ce jour? D'abord, pour vous dire, c'est pas que nous nous soyons trompés, c'est qu'un certain nombre de personnes et de formations politiques ont décidé de ne pas censurer le gouvernement de François Bayrou il y a une dizaine de jours, et de mon point de vue en rupture avec les engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs. Vous parlez du Parti Socialiste, pas seulement. Le Rassemblement National s'est fait élire. Le Rassemblement National s'est fait élire aux dernières élections législatives autour de l'idée qu'il allait agir pour la rupture avec le macronisme, et il sert aujourd'hui de béquille à la continuité d'un gouvernement voué aux obsessions néolibérales d'Emmanuel Macron. Sans fait la défenseuse du RN, ils avaient dit qu'ils ne censureraient pas après le discours de politique générale. Ils avaient été clairs là-dessus. Peut-être dit, mais quand dans leur campagne vis-à-vis de leurs électrices et leurs électeurs, je ne crois pas qu'ils se soient présentés en disant on va permettre à un gouvernement de M. Bayrou de pouvoir continuer à mettre en place sa mauvaise politique. Donc après, c'est leur problème, c'est leur responsabilité, mais je pense que c'est important que ça soit souligné. Maintenant, vous me posez une question sur la suite. Vous avez dit vous-même, il va y avoir une commission mixte paritaire normalement jeudi prochain, pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, c'est-à-dire une réunion dans laquelle il y a des représentants de l'Assemblée nationale et des représentants du Sénat pour se mettre d'accord ou pas sur un projet de budget, et normalement le 3 février ce budget doit revenir à l'Assemblée nationale. Évidemment que si M. Bayrou, comme c'est le plus probable, a recours à l'article 49.3 de la Constitution pour nous imposer ce budget en force, il y aura une motion de censure, et sans doute que cette motion de censure sera examinée autour du 5 ou du 6 février. Il faut 48 heures. Et moi, je souhaite que cette motion de censure, évidemment, elle soit votée, puisque le budget qui nous est proposé, peut-être qu'on va rentrer dans le détail, est un budget qui est un budget le plus austéritaire que la France n'ait jamais connu depuis 25 ans. Et c'est pas moi qui le dis, même la ministre des Comptes publics, Madame Montchalin, le dit.
Et Pas en ces termes-là. Elle dit que c'est la plus forte réduction de la dépense publique depuis 25 ans. Or, très concrètement... Parce que des efforts sont à faire, ça vous êtes aussi en capacité de le Mais il y a l'acter, plusieurs manières de faire des vu efforts. l'état du déficit et de nos finances publiques. Évidemment qu'il faut lutter pour réduire le déficit. Mais vous savez, quand vous luttez pour le réduire le déficit, vous avez plusieurs leviers. Soit vous décidez de baisser les dépenses, soit vous décidez d'augmenter les recettes. Ce gouvernement s'inscrit dans une logique simple, il refuse toute augmentation significative des recettes et il veut baisser les dépenses. Pour que les gens qui nous écoutent le comprennent, parce qu'ils peuvent se dire baisser les dépenses, c'est peut-être une bonne idée. Ça se traduit de manière très concrète. C'est moins 700 millions d'euros dans le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est moins plus de 100 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale, c'est moins d'1 milliard d'euros dans le budget de l'écologie, notamment par exemple dans le budget de ce qu'on appelle la prévention des risques. Je crois que j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à Mayotte et la multiplication des catastrophes climatiques à laquelle on est confronté depuis plusieurs mois. C'est des conséquences très concrètes pour les gens. On va vous dire, c'est à vous de vous serrer la ceinture, on va vous dire, vous devez travailler 7 heures gratuits dans l'année. Bon, ça c'est ce qu'il y a dans ce budget. Et ben moi je suis pas d'accord pour que les efforts à faire, puisque vous me posez des questions sur les efforts à faire, reposent sur les Françaises et les Français ou sur nos services publics. Je pense qu'ils doivent reposer sur la mise à contribution des plus riches, des plus grandes fortunes, des plus gros patrimoines et qu'on a tout à fait les moyens pour le faire. Et on va revenir sur ce... Voilà, c'est là qu'on arrive à la différence de stratégie avec Absolument. le Parti socialiste. Vous avez évoqué, ils n'ont pas voté la censure. Et là, ils continuent à se dire qu'il faut faire pression sur le Premier ministre et obtenir des concessions. Ils trouvent qu'ils ont déjà, c'était l'explication de la non-censure, obtenu des gros bougets, comme l'on dit aujourd'hui, de la part de François Bayrou. Vous sauriez déjà, parce que je sens que vous n'y croyez pas. Là, Patrick Kanner, qui est le président du groupe... C'est agréable. Ah bon, d'accord, c'est pour nous et pour les téléspectateurs. Donc, pas pour les socialistes, mais ça vous fait rire quand même. Patrick Kanner dit en l'état, c'est pas acceptable, la copie du gouvernement, mais justement, on va obtenir de nouvelles concessions. Par exemple, l'annulation ou de la réduction des crédits sur le budget du sport, de l'amélioration aussi en termes d'emploi pour l'agence France Travail. Il y a toute une liste qu'il met en avant. Ça, vous n'êtes pas convaincu de la possibilité d'arriver à faire bouger le gouvernement ? Non, évidemment. On vous dit pas. que c'est peanuts, quoi. Alors d'abord, je vais vous dire que le Parti socialiste a reçu un courrier de François Bayrou avant le vote de la dernière motion de censure dans lequel il y avait soi-disant 23 points. 23 points que François Bayrou disait, voilà des concessions que je fais au Parti socialiste. Dont les jours de carence pour les fonctionnaires. Alors, là, on va rentrer quelques secondes dans le détail. Sur ces 23 points, il y en avait 8 qui étaient déjà dans le budget initial de Michel Barnier au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc faire croire que c'est... Ils sont déjà maintenus, c'est déjà quelque chose. Si vous voulez, mais faire croire croire que c'est une concession accordée à la négociation, évidemment, ne correspond pas à la réalité. Ensuite, il y en avait 11 qui étaient déjà obtenus soit dans la discussion parlementaire avant que le gouvernement de Michel Barnier soit censuré, soit par l'intermédiaire de la censure. Par exemple, quand j'entends certains dire c'est la négociation qui a permis d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation au 1er janvier, non, pardon, c'est la censure du projet de loi de finances de la sécurité sociale de Michel Barnier qui voulait la reporter au 1er janvier. Donc c'est grâce à vous, en fait, au final. C'est grâce à votre censure. Évidemment, c'est grâce à la censure du gouvernement de Michel Barnier que les pensions de retraite ont été revalorisées sur la base de l'inflation au 1er janvier. Et ensuite, sur les 4 autres points, parce que moi je veux bien qu'on me dise qu'il y a des concessions extraordinaires, on apprend depuis le moment où ces points ont soi-disant été accordés. Par exemple, on nous a dit les socialistes ont obtenu le fait qu'il n'y ait plus les 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale. La semaine dernière au Sénat, les sénateurs macronistes ont voté contre le rétablissement de ces 4000 postes. C'est-à-dire que dans le budget du Sénat, aujourd'hui, celui qui a été voté par le Sénat, il y a la suppression des 4000 postes d'enseignants. Oui, mais il y aura un retour en arrière, justement. On parle de ce fameux débat de la commission mixte paritaire. Le gouvernement dit, non, on va à nouveau rétablir les 4000 postes. Peut-être, mais dans le même temps, au Sénat, le gouvernement propose un amendement pour réduire de 100 millions d'euros le budget de l'éducation nationale. Les 4000 postes budgétés sur cette année, c'est 50 millions d'euros. Donc, à chaque fois, ils font pareil. Ils vous rendent 50 millions, mais ils vous prennent 100 millions sans vous dire à quel endroit on va le faire. On m'a dit, oui, on a obtenu la suppression des 3 jours de carence, vous savez, pour les congés maladie des fonctionnaires. Bon, effectivement, ils ont renoncé aux 3 jours de carence. Et vous soulignez l'indemnisation, en effet, qui baisse. Ils ont réduit l'indemnisation de 100% à 90%. Attendez, juste pour pas que ça soit trop technique, mais quand même précis pour les gens qui nous écoutent. C'était à peu près 250 millions d'euros, les 3 jours de carence, en fait, qui étaient prélevés sur les fonctionnaires. Donc, finalement, on ne prélève pas ça, et à la place, on fait l'indemnisation à 90% au lieu de 100%, c'est-à-dire qu'on leur prélève 800 millions d'euros. Alors, si vous considérez que vous redonnez 250 millions d'un côté et vous prendre 800 millions de l'autre, c'est une bonne opération, on n'a pas la même vision des choses. Ça veut dire que les socialistes sont des naïfs ou des menteurs ? Non, je pense qu'il y a d'abord une forme de naïveté.
on n'a pas abordé là la question des retraites, mais essayer de faire croire que le fameux conclave qui a été constitué pouvait conduire à l'abrogation de la réforme des retraites me paraît être d'une naïveté confondante. Vous n'y croyez pas une seconde, vous ne croyez pas au dialogue social avec les partenaires sociaux, que ces 3 mois de négociation puissent aboutir à quelque chose? Mais on peut croire au dialogue social et considérer que les règles qui ont été imposées à cette discussion entre les partenaires sociaux biaisent dès le début la discussion, puisque quand vous dites il va y avoir un conclave pendant 3 mois et en tout état de cause à la fin, soit tout le monde est d'accord, soit c'est la réforme actuelle qui continue à s'appliquer. En vérité, tout le monde comprend bien qu'à partir du moment où vous avez autour de la table des gens qui disent depuis le début, depuis des années et des années, qu'il faut travailler plus longtemps et que donc la retraite à 64 ans, c'est indispensable, voire qu'il faut aller plus loin, vous imaginez bien que demain, ils ne vont pas se réveiller en disant que finalement, ils sont d'accord pour l'abrogation de la réforme des retraites. Or, je vous rappelle que nous, on a été élus sur une revendication. Et cette revendication, elle est majoritaire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est l'abrogation de la réforme des retraites. Alors on me dit, vous ne croyez pas au dialogue social? Ben, peut-être qu'on pourrait demander à M. Bayrou s'il croit au dialogue parlementaire. Parce que s'il croyait au dialogue parlementaire, il ferait une chose très simple sur les retraites. Il nous laisserait voter. Oui, mais c'est ce qu'il a aussi entreaperçu après ces 3 mois de conclave. Non, madame. Non, pas sur l'abrogation. Pas sur l'abrogation. Ah bah oui, mais c'est le cœur. Sur ce qui aboutirait ou pas après ces 3 mois. Sous réserve qu'il y a un accord entre tout le monde. Ou en tout cas qu'il y ait un début d'avancée qui pourrait être soumis au Parlement. Ça fait partie des options. Je ne veux pas m'en prendre à vous, mais admettez l'idée quand même que dans une démocratie, quand des députés ont été élus et qui sont une majorité aujourd'hui à défendre l'abrogation de la réforme des retraites, la moindre des choses, ça serait quand même qu'ils puissent voter sur ce sujet. Or, quand nous avons mis ce texte à l'Assemblée nationale dans notre niche parlementaire au mois de novembre dernier, c'est les députés amis de M. Bayrou, les députés du MoDem, qui ont tellement saturé d'amendements la discussion qu'on n'a pas pu aller au terme de cette discussion. Donc la moindre des choses, moi c'est pas que je ne crois pas au dialogue social, j'ai pas de problème avec le fait que les partenaires sociaux débattent, mais à la fin, dans une démocratie, c'est aux représentants du peuple de trancher. Et ils doivent pouvoir trancher sur tous les points. Et ce point-là, François Bayrou l'a clairement écarté. Je ne veux pas m'égarer trop de votre discussion, mais de la question que vous me posiez, pardon. Mais donc, à la fois sur les questions budgétaires et à la fois sur les questions des retraites, oui, il y a une naïveté et parfois, sincèrement, une manière de présenter les choses qui... J'ai du mal à croire qu'ils soient naïfs quand même, les socialistes, non ? Ils ont, à votre avis, quoi? Ils ont un objectif. Me proposez-vous, je ne sais pas, c'est vous qui avez sûrement une autre explication. Quand vous entendez François Hollande, l'ancien président, dire « nous avons la clé pour 2027 », quand vous entendez Olivier Faure, votre partenaire d'hier, comment le qualifier, que vous êtes la gauche du rien, il y a la gauche qui braille, vous, et celle qui travaille, comment vous voyez ces sorties? Pour l'instant, je pense avoir fait la démonstration que la gauche de « j'ai rien obtenu », elle n'est pas tout à fait de mon côté. Pour le reste, moi, je ne cherche pas à monter en tension avec qui que ce soit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un vote sur la censure sans doute dans une dizaine de jours. Et je dis les choses avec franchise, ça sera en quelque sorte le juge de paix. C'est à ce moment-là qu'on verra... C'est le moment de vérité. Bah oui, c'est à ce moment-là qu'on verra si oui ou non le Parti socialiste reste fidèle aux engagements pris devant les électrices et les électeurs. Puisque, vous savez, la première phrase du programme du Nouveau Front Populaire, la première, pas la deuxième, pas la troisième, la première phrase du programme du Nouveau Front Populaire, c'était « Le Nouveau Front Populaire rassembler des hommes et des femmes qui veulent travailler une alternative de rupture avec le macronisme. » Bon, bah, la rupture avec le macronisme, ça passe pas par le fait de maintenir au pouvoir un gouvernement de continuité de la politique macroniste. Ça, c'est pas le programme qu'on a défendu devant les électrices et les électeurs. Les socialistes qui ne sont pas naïfs ont un autre argument quand même. Ils disent les Français veulent de la stabilité, la France a besoin d'un budget et ils nous disent il faut sortir de cette crise. Et on a beaucoup parlé, vous savez, de des partenaires des syndicats ou des patronats qui avaient signé un appel, sauf la CGT, me direz-vous, un appel en disant la France a besoin d'un budget. Et donc c'est un argument de poids. Les Français disent il faut sortir de cette crise. Donc, oui, on laisse au moins le gouvernement terminer le budget et on verra après. C'est fort comme argument, non? Mais Madame Chabot, moi je suis d'accord avec vous pour dire que la France a besoin d'un budget. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'on a besoin de stabilité. Évidemment, mais qui est responsable de l'instabilité aujourd'hui? Est-ce que c'est pas le président de la République en s'entêtant à nommer des premiers ministres minoritaires parce qu'il veut pas abandonner le pouvoir alors qu'il a perdu les élections? Le responsable de l'instabilité, c'est lui. Quant au budget, évidemment qu'on a besoin d'un budget, mais le fait qu'on ait besoin d'un budget ne peut pas nous conduire à accepter un budget
qui est un budget qui va se traduire par un désastre économique et social. J'ai entendu Madame Vautrin dire que le coût de la censure était de 12 milliards d'euros. Oui. Ce chiffre est complètement fantaisiste. D'ailleurs, elle est incapable d'en faire la démonstration. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le chiffre donné aussi par le ministre de l'économie, Eric Lombard. Il a copié sans doute. Mais je vais vous dire quelque chose. L'OFCE, qui est un observatoire indépendant, avait fait des prévisions de croissance sur la base du budget de Michel Barnier. D'accord ? Et sur la base du budget de Michel Barnier, il avait fait la démonstration que ça se traduirait par une baisse de la croissance par 2. Voilà. La loi spéciale qui a été adoptée à l'Assemblée nationale au mois de décembre, si on en restait à la loi spéciale, c'est-à-dire le renouvellement des crédits du budget précédent, on aurait une croissance plus importante l'année prochaine qu'avec le budget de M. Barnier ou qu'avec le budget de M. Bayrou. Donc non, la censure, elle n'a pas coûté d'argent. En l'occurrence, c'est le budget de Michel Barnier ou le budget de François Bayrou qui va faire beaucoup de mal à l'économie, pour une raison simple que tout le monde peut comprendre, même s'il ne partage pas mes opinions politiques. C'est que si vous contractez l'activité économique, par exemple, on va réduire les budgets de ce qu'on appelle MaPrimeRénov'. En point de croissance. Quand Arlette dit l'instabilité, vous avez vu aussi des patrons, des chefs d'entreprise qui gèlent des investissements qui n'ont pas lieu parce que cette Donc il faut leur donner de la visibilité. Oui. Et ben pour leur donner de la visibilité, il faut certainement pas s'entêter à mettre en place des gouvernements minoritaires qui vont tomber au bout de 2 mois. Donc si vous voulez ramener de la stabilité, parce que moi je cherche aussi une solution de stabilité pour mon pays, je pense qu'on est dans une situation de blocage et que le déblocage de cette situation, je l'ai dit, je l'assume, elle passe par une nouvelle élection. Et ça, on l'a compris. Et on va Ça ajoute du désordre et une incertitude pendant des semaines et des mois. Pas pendant des semaines, madame, c'est 35 jours. Ah ouais. Eh ben oui, mais écoutez, les 35 jours d'instabilité, vous les avez sous les yeux aujourd'hui. Vous savez même pas si vous allez avoir un budget dans 15 jours. Avant d'en venir à cette élection présidentielle anticipée, juste pour être très clair, vous parlez de moments de vérité. Ce sont vos mots quant à la censure. Soyons clairs avec le Parti socialiste. 66 députés socialistes, 8 le 16 janvier, ont voté la censure. Ont voté la censure. Que se passera-t-il avec vos partenaires ou anciens partenaires du Parti socialiste si certains d'entre eux ne votez pas la censure après le budget au mois de février prochain? Alors, d'abord, je vais répondre à votre question, vous inquiétez pas, j'ai pas l'habitude d'esquiver les questions. Mais d'abord, je vais vous dire que moi, je souhaite qu'ils votent la censure. Et ça, on l'a compris. Oui, mais c'est ce que je souhaite. Donc je souhaite d'abord, si vous le permettez, essayer de les convaincre de voter la censure. Et je pense qu'un certain nombre d'éléments que j'ai donnés aujourd'hui sur le budget, sur les retraites, mais je pourrais ajouter par exemple sur le fait que ne pas voter la censure aujourd'hui, c'est laisser au ministère de l'Intérieur M. Retailleau qui va multiplier les provocations comme on l'a vu depuis plusieurs jours. Je pense que ça devrait amener, et j'en appelle à quelque sorte à leur responsabilité, les députés socialistes à rester fidèles aux engagements qu'ils ont pris et à voter la censure. Maintenant, on ne va pas se raconter d'histoire. Si certains députés socialistes ne votent pas la motion de censure et qu'ensuite il va y avoir par exemple une dissolution de l'Assemblée nationale et un retour devant les électrices et les électeurs. Il est évident, et comprenez-le, c'est pas pour des raisons politiciennes, c'est que évidemment qu'il y aura dans chaque circonscription du pays un bulletin de vote de l'opposition de gauche. Parce que sinon, ça veut dire plus de candidatures communes et des candidats. Non, je suis pas en train de vous dire plus de candidatures communes. Je vous dis dans chaque circonscription un bulletin de l'opposition de gauche. C'est très clair. C'est-à-dire un bulletin de la part de ceux qui ne sont pas dans le soutien sans participation au gouvernement. Si vous ne votez pas la censure, c'est que vous laissez le gouvernement de François Bayrou dérouler sa politique. Moi, je conteste la politique du gouvernement de François Bayrou. Et s'il doit y avoir une nouvelle élection, je pense que dans chaque circonscription, il faut que les gens qui, comme moi, contestent la politique de François Bayrou aient un bulletin de vote pour l'exprimer. Et ce bulletin de vote, il peut être porté par des communistes, par des écologistes. Il peut même être porté par des socialistes qui auraient voté la censure. Mais je pense qu'il faut être clair. S'il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, il doit y avoir un bulletin d'opposition de gauche dans chaque circonscription du pays. Ça veut dire que de fait, si le Parti socialiste, parce qu'il y aura sans doute quelques députés qui pourraient avoir un vote différent, et vous faites appel à des nouveaux frondeurs, peut-être socialistes au sein du groupe, qui vous suivraient voter la censure. Mais si officiellement Olivier Faure dit non, on ne vote pas la censure, c'est-à-dire que lui-même, de fait, se met en dehors du nouveau Front populaire. De mon point de vue, dans ce cas-là, évidemment, lui-même se met d'abord, avant de parler du nouveau Front populaire, il est dans un changement d'alliance. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans une alliance qui est celle du nouveau Front populaire, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été constituée en alternative et en rupture avec le macronisme. Il devient dans le camp de ce que moi j'appelle le soutien sans participation au gouvernement de François Bayrou. Donc et il n'y a plus de nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire peut continuer avec ceux qui restent fidèles aux engagements pris devant les électrices et les électeurs. Vous savez, le nouveau Front populaire, ça appartient pas aux organisations politiques, ça appartient aux électrices et aux électeurs. Quand on vous entend parler, on a un peu l'impression du contraire, si vous me permettez. Précisément, j'essaye de vous en faire la démonstration. Il y a un programme
il y a des électrices et des électeurs qui ont appuyé ce programme, et ben je pense que toutes celles et ceux qui resteront fidèles à ce programme, en tout état de cause, en toutes circonstances, continueront à faire vivre cet espoir. Et on continue d'en discuter ensemble. Après une Avec courte plaisir. pause, on parlera notamment de la présidentielle. Un programme va être envoyé, déjà rédigé. À tout de suite avec notre invité. Sur le plateau de l'événement du dimanche, toujours avec Manuel Bompard, notre invité, coordinateur de la France Insoumise. On évoquait évidemment la situation politique, ce budget, cette censure. On aimerait vous interpeller sur, je ne sais pas comment on peut le qualifier, cet hommage du chef de la France Insoumise à un certain, justement, François Bayrou, le Premier ministre, qui disait la semaine dernière de lui que c'est un homme extrêmement résolu. Il peut lui d'arriver d'avoir des faiblesses physiques, dit-il. Sa manière de conduire sa politique est celle d'un guerrier. Et ce qu'il vise, c'est la présidentielle de 2027, peut-être un combat qui les rejoint. Vous en pensez quoi d'abord de ce type de déclaration à l'encontre du Premier ministre? Et par ailleurs, il est un invité demain de LCI, Darius Rochebin, le Premier ministre. Qu'attendez-vous de sa prise de parole et de cette interview? D'abord, vis-à-vis de la caractérisation que fait Jean-Luc Mélenchon de François Bayrou, c'est vrai que depuis que François Bayrou a été nommé Premier ministre, on a tendance parfois à le considérer de manière un peu méprisante, comme quelqu'un qui serait pas très intelligent, etc. Je ne crois pas du tout à cette lecture, et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. C'est quelqu'un d'extrêmement rusé, qui est très doué pour essayer de faire croire aux gens, à des gens différents, des choses différentes, qui est très rusé pour essayer d'entourlouper un petit peu tout le monde. Et d'un certain point de vue, l'exercice auquel il s'est livré au moment de son discours de politique générale correspondait assez à cet exercice. Vous savez qu'il Il a vanté les qualités d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon, oui, lui reprochant sa trop grande conflictualisation vous avez vu que je de la vante vie politique. ses qualités, mais pas forcément pour en dire que du bien. Il y a un mais après, c'est ça? Non, pas du tout. Je veux dire, je trouve qu'il y a une forme de ruse dans sa manière de faire, et qui se traduit par exemple par ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis du Parti Socialiste, c'est-à-dire faire croire qu'il a accordé des concessions alors qu'en fait elles ne correspondent pas à la réalité. Et ça, c'est vrai que c'est une caractéristique sans doute de François Bayrou. Mais à l'homme de gauche que vous êtes, pardonnez-moi, l'homme de gauche que vous êtes, l'idée et la manière de faire là, qui consiste finalement à ne plus dépendre du Rassemblement national, doit quand même un peu vous satisfaire, non? Mais madame, moi, mon sujet, c'est est-ce que la politique mise en place par ce gouvernement répond aux aspirations, aux urgences que rencontrent les Françaises et les Français? Parce qu'on me dit, François Bayrou, il n'y a pas que le budget. Par exemple, au 1er janvier de cette année, François Bayrou, s'il avait voulu faire un geste de gauche, comme vous dites, il aurait pu augmenter le SMIC. Il aurait pu le faire. Il aurait pu faire un coup de pouce sur le SMIC. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu décider de suspendre la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage, vous savez, qui va se traduire par une baisse d'indemnisation au chômage pour des centaines de millions de personnes dans notre pays. Il ne l'a pas fait. Donc je veux dire, le problème, moi, je cherche pas. Je regarde la politique qui est mise en œuvre et je vois bien que cette politique-là, en vérité, elle s'inscrit dans la continuité avec la politique d'Emmanuel Macron. En tout cas, on s'oppose à la politique d'Emmanuel Macron, donc on s'oppose à la politique de François Bayrou. Candidat ou pas en 2027, ça c'est encore une interrogation. Mais Jean-Luc Mélenchon, Arlette, il pense beaucoup et même tout le temps. Alors, certains se demandent si on ne va pas revivre 2012. François Hollande y songe, Jean-Luc Mélenchon s'y prépare, et François Bayrou, franchement, peut aussi un jour se dire que pourquoi pas. On va revivre 2012 en 2027 ? Mais d'abord, je pense que, puisque vous m'interrogez sur Jean-Luc Mélenchon, la préoccupation principale de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, c'est de débarrasser le pays de 2 ans et demi de politique d'Emmanuel Macron supplémentaire. C'est ça notre préoccupation. La sienne, la mienne, la nôtre, collective. Parce que je dis ça parce que parfois j'entends où on essaye de faire croire que si nous sommes dans l'opposition à Emmanuel Macron ou à François Bayrou, ce serait pour des raisons en quelque sorte d'intérêt personnel de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais qui. Mais ça se dit souvent, c'est pas faux. Mais c'est évidemment faux. Enfin, je veux dire, évidemment que la question, elle est politique. Que oui, on assume, moi j'assume une obsession, puisque c'est le terme qui est parfois employé, mais cette obsession, c'est de protéger les Français de 2 ans et demi de politique macroniste. Ça, c'est mon obsession, je vous le confirme. Et ça passe effectivement par l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Et parce qu'on est des gens sérieux, évidemment que quand on se prépare à une élection d'une si grande importance, il faut prendre les devants. Donc on a pris les devants sur les parrainages d'élus, je l'assume. J'ai moi-même adressé un courrier aux maires et aux élus qui sont susceptibles de parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Un candidat ou Jean-Luc Mélenchon ? Non, un candidat. Vous pouvez lire le courrier, il est public. Il est signé par moi-même.
Il n'y a pas de nom. Non, Un c'est le candidat qui serait proposé par la France Insoumise ou par d'ailleurs plusieurs formations politiques. Mais c'est normal qu'on prenne de l'avance parce que, pardon, mais quand vous avez 35 jours pour faire une élection présidentielle, vous avez intérêt d'être prêt. Hein. Donc oui. Et deuxièmement, oui, on a engagé un travail sous la responsabilité notamment de Clémence Guettet, qui est la responsable du programme de la France Insoumise. Il y a un programme d'actualisation du programme L'Avenir en commun qu'on a porté et dont je dois rappeler quand même qu'il a fait 22% des voix autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2022. Et ben, on continue à travailler ce programme. On l'enrichit du travail qu'on a fait à l'Assemblée nationale. Des mesures, l'augmentation de 10% des APL, l'augmentation de 10% du point d'indice des fonctionnaires, des mesures pour lutter contre la précarité des mères isolées. Elle le disait hier chez nos confrères du Parisien. Et puis un slogan, Arlette, qui nous a un peu interpellé. La nouvelle France. La nouvelle France. La nouvelle France. C'est presque un slogan de droite, ça, non? Pourquoi? Non, je sais pas, la nouvelle France. Nouvelle. Voilà, moi je me suis dit, tiens, ça irait bien à plein de partis de droite aussi, ça, non? Je sais pas. Quoi, la nouvelle France? Mais vous savez, je vais répondre à votre question, mais d'abord, nous, vous savez, on a toujours fait le choix, y compris dans nos élections présidentielles, nous adresser à l'ensemble des Françaises et des Français, hein, quelle que soit leur étiquette politique, qui peuvent se retrouver dans notre projet. Et je pense que beaucoup de gens se disent, pour répondre à votre question, c'est quoi la Nouvelle France? Oui. Beaucoup de gens reconnaissent de moins en moins notre pays. Ils ont l'impression que notre pays est abaissé sur la scène internationale, que la pauvreté a bondi de manière spectaculaire depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, que le pays se replie sur lui-même, plutôt que de s'attaquer aux grands défis qui sont devant nous. Je peux parler par exemple du défi de la transition écologique, qui est le grand défi du siècle. Et ben la Nouvelle France, c'est la France forte de toutes ses énergies pour s'attaquer à ces défis. C'est évidemment une France qui regarde pas son caractère métissé comme un inconvénient ou un handicap, mais qui le regarde comme un atout, c'est-à-dire comme quelque chose qui doit nous permettre de nous attaquer aux grands défis qui sont devant nous. C'est une France qui balaye la question du racisme, qui la rejette et qui est à la hauteur de la maxime, vous savez, qui est écrite sur les bâtiments de nos mairies, hein, liberté, égalité, fraternité. Voilà, c'est ça la nouvelle. En conclusion, l'intervention de Manuel Bompard dans cette vidéo met en lumière une critique sans concession de la politique menée par Emmanuel Macron et Manuel Valls, qu'il considère comme profondément inégalitaire et déconnectée des réalités sociales. Par ses propos, Bompard s'attaque directement aux réformes économiques et sociales imposées par le gouvernement macroniste, qu'il juge responsable de l'aggravation des inégalités et de la précarisation des classes populaires. Pour lui, cette politique néolibérale, qui profite avant tout aux grandes entreprises et aux élites économiques, ne répond en rien aux besoins urgents des Français les plus vulnérables. Bompard ne se contente pas de dénoncer la situation actuelle, il appelle également à une transformation radicale de la société. Son discours résonne comme un appel à la mobilisation contre un système qui, selon lui, échoue à répondre aux exigences de justice sociale et d'égalité. Il plaide pour une politique qui remette l'humain et les droits des travailleurs au centre des préoccupations, loin des logiques d'austérité et de rentabilité financière qui dominent aujourd'hui. Face à un gouvernement qui, selon lui, sacrifie les intérêts populaires au profit d'un capitalisme débridé, Bompard incarne une alternative qui place les besoins des citoyens avant ceux des multinationales. À travers cette vidéo, Manuel Bompard invite donc à un débat plus large sur l'avenir de la politique en France, appelant à une rupture avec les anciennes pratiques libérales portées par Valls et Macron. Son discours est une invitation à repenser notre modèle économique et social, à reconstruire une société plus juste, solidaire et démocratique, où les inégalités ne seront plus tolérées et où chaque individu pourra bénéficier des mêmes droits et opportunités. Il ne s'agit pas seulement de s'opposer à une politique, mais de proposer un projet de société radicalement différent, basé sur la redistribution des richesses, la protection des services publics et une démocratie plus participative.